Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet atelier dédié à la relation à l'argent. Nous avons le plaisir avec Oriane d'accueillir Marjorie. On va laisser bien sûr Marjorie se présenter. Alors moi c'est Ah, on a perdu Julie. Est-ce que vous l'entendez ou pas? Non, on l'a perdue. Alors, juste au moment où elle se présentait, Julie a disparu. Elle va revenir. Alors, je vais prendre la main. De mon côté, j'ai commencé par alors me je vois que présenter, puis... Oriane, Ah, ça y est. Julie, t'es revenue, on t'a perdu. Nous sommes en direct. Ce sont les aléas du direct. Je pense que ouais, là, elle a été déconnectée. Je pense qu'elle va revenir, oui mais je on suis la voit là, plus. Ok. je suis revenue, désolée, je sais C'est bon, pas. ça y est, on te voit. Ok, Donc, tu as laissé le suspense sur qui tu étais. donc Julie Voiseur-Pétrisson et je suis la cofondatrice avec Oriane de Ujo qui est la solution juridique dédiée aux professionnels de l'accompagnement et du bien-être. Et de mon côté, Oriane, donc la cofondatrice d'Ujo avec Julie. Vous me connaissez pour certaines et certains, puisque je vois quand même pas mal de nos clients Ujo. Merci d'être là. Très heureuse aujourd'hui Donc, oui, pardon, je suis également coach et professeure de yoga, en plus d'être cofondatrice de l'activité juridique de la plateforme juridique Ujo. Et donc, je pense que dans la salle, nous avons, mais vous pouvez aussi utiliser le chat pour vous présenter. Mais je pense que nous avons dans la salle des thérapeutes, des professionnels du soin, du bien-être et aussi des coachs. Peut-être qu'on a les deux côtés. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous êtes plutôt naturo, thérapeute ou coach, consultant, formateur. Ça permettra aussi à Marjorie d'adapter son discours à vos besoins, à vos problématiques, admettre, bienvenue au nouveau. Voilà, comme ça aussi, on peut savoir quelle est votre pratique et aussi quels sont les enjeux liés à l'argent dans le cadre de votre pratique. En tant qu'entrepreneur, voilà, le pilier de notre activité pour pouvoir vivre de cette activité, c'est bien sûr d'avoir des nouveaux clients et d'accepter cette ressource financière, cette abondance-là, pour pouvoir continuer à exploiter nos potentiels. Je laisse la parole, je laisse voilà, la scène à Marjorie qui va se présenter. Marjorie est coach depuis des années. Elle est vraiment une grande spécialiste en France sur la problématique financière, notamment la relation de la femme avec l'argent. Elle est autrice de nombreux ouvrages et elle va aussi vous en parler. C'est aussi une amie de la communauté Ujo. Donc on est non seulement très heureuse de l'accueillir en tant que professionnelle de renom sur ce domaine-là, mais aussi en tant qu'amie d'Ujo. Marjorie, the floor is yours. Hmm, thank you. Mais je suis ravie de venir parler d'argent auprès de la communauté d'Ujo. Merci pour cette invitation et merci à vous d'être présent aujourd'hui ou à vous qui allez nous regarder en rediffusion. Moi, je suis donc Marjorie Lombard. Je suis carrière et business coach pour les femmes, spécialiste de la relation à l'argent. Alors, je dis pour les femmes, mais j'accompagne aussi quelques hommes qui sont ouverts à mon approche et à mon discours. Je ne fais pas de discrimination, mais c'est vrai que j'ai un parti pris important pour moi de participer à l'émancipation des femmes, notamment financière, à toute cette vague d'empowerment parce qu'on le sait, il y a des inégalités hommes-femmes en matière de travail, en matière d'argent. Donc, c'était important pour moi de pouvoir servir cette cause, mais sans discriminer. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui est valable que vous soyez un homme ou une femme, avec des inégalités encore pour les femmes, d'où mon propos et ma position. Donc moi, au quotidien, eh bien, j'accompagne des femmes entrepreneurs dans le développement de leur activité, au niveau stratégique, au niveau branding, mais aussi au niveau intérieur avec tout le travail sur la thématique du plafond de verre financier, des limites intérieures qu'on peut se mettre et qui nous empêchent l'expansion que l'on souhaite et évidemment tout le travail sur la relation à l'argent. Et je suis également l'auteur de plusieurs livres,
dont deux qui peuvent vous intéresser, vous, par rapport à votre situation, qui sont Je deviens coach aux éditions Erol, qui est un ouvrage qui traite de la dimension entrepreneuriale, comment développer une activité de coaching et qui marche absolument aussi bien si vous n'êtes pas coach, mais activité professionnelle de bien-être ou thérapeute. Et le dernier ouvrage paru cette année, Mon cahier monnaie aux éditions Solar, où je partage toute mon approche et ma méthodologie pour améliorer sa relation à l'argent, sujet qu'on va développer aujourd'hui. Exactement, merci beaucoup Marjorie donc, pour cette introduction. Et donc, je vous le redis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les prendra à la fin, on gardera un temps pour ça. Alors, Marjorie, première question, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à devenir experte de la relation à l'argent? Hmm. C'est le fruit d'un cheminement personnel au début, puisque j'ai eu une première vie professionnelle salariée qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et comme beaucoup d'autres, à un moment donné, j'avais fait le tour, ça n'avait plus de sens ce que je faisais. Donc j'ai entamé une reconversion professionnelle pour faire ce métier que je fais aujourd'hui, donc le métier de coach. Moi, j'ai créé ma société en 2013 et j'ai fait ma reconversion entre 2010 et 2013. Donc, ça fait un moment déjà. Et c'est au cours de cette reconversion, quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, que j'ai réalisé que si je continuais à faire la même chose en gardant mon état d'esprit avec l'argent que quand j'étais salariée, ça n'allait pas aller bien loin. Parce que j'avais, sans entrer dans les détails, parce qu'on n'aura pas tout le temps pour refaire l'historique, mais voilà, moi j'étais typique, la fille qui réussit brillamment à l'école et qui perd ses moyens en entretien d'embauche, qui ne demande jamais d'augmentation et qui est complètement paralysée quand il faut mettre sa propre valeur en face d'un montant financier. Donc ça, je m'en étais rendu compte quand j'étais salariée et j'avais cette lucidité qui m'a fait dire, ça va pas marcher à ton compte. Donc, il faut faire quelque chose. À l'époque, en France, il y avait très, très peu de ressources. On ne parlait pas de ce sujet-là. Donc, j'ai cherché un peu ce qui se faisait aux États-Unis, à l'étranger. Donc, c'est comme ça que j'ai été amenée à m'intéresser au sujet. Et puis, j'ai trouvé quelqu'un à Paris, un ancien économiste qui, depuis, était devenu sociologue et s'intéressait au sujet de l'argent et qui a commencé à m'initier sur la dimension généalogique et transgénérationnelle des liens entre l'argent, la famille et notre réalité financière. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon apprentissage et de fil en aiguille, j'ai trouvé d'autres mentors et surtout, j'ai soigné ma propre relation à l'argent. En tous les cas, je l'ai nettement améliorée, ce qui m'a permis de démarrer avec succès ma nouvelle activité de coaching. Et en un peu moins d'un an, j'avais remplacé en fait l'équivalent de mon ancien salaire par mes revenus à mon compte, alors que j'entendais partout que il fallait au moins 3 ans, que c'était très difficile de gagner de l'argent avec cette activité. Et là, je me suis dit, ben, je ne peux pas garder ça pour moi, en fait, parce que c'est tellement inouï la transformation que moi-même j'ai opérée qu'il faut que je partage ça avec les personnes que je vais accompagner. Et c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser professionnellement cette fois au sujet de l'argent, où j'ai entrepris des certifications et d'autres formations aux États-Unis et en Suisse notamment, parce qu'en France, il y a pratiquement rien. Et depuis lors, ben voilà, j'ai créé une formation qui s'appelle Money Up, une formation de groupe pour aider les femmes à libérer sa relation à l'argent. Et puis cette année, le livre, il m'a été donné cette chance d'écrire sur ce sujet et de partager mes connaissances pour que tout le monde puisse se les approprier et commencer un travail avec le livre et après pour ceux qui le souhaitent dans mes ateliers ou dans mes formations. C'est super intéressant, Marjorie, et j'en profite pour inviter les participants à utiliser le chat si vous avez des questions, parce qu'on les analysera, Julie et moi, et bien sûr, Marjorie pourra y répondre. J'ai eu la chance de participer à des conférences que Marjorie organisait en ligne où elle n'était pas que cette coach.
gourou qui parle de l'abondance et de la manifestation de l'argent pour en avoir, mais qui était aussi une coach ancrée sur des analyses et des recherches. Tu as vraiment un profil de chercheur. Je ne sais plus si tu as fait Sciences Po, mais tu as fait des études dans un domaine assez, pas du juridique, mais assez cadré. Et tu fais beaucoup de recherches, bien sûr, pour tes ouvrages. Est-ce que déjà tu as, et tu peux partager quelques chiffres sur les inégalités hommes-femmes, peut-être en France, en Europe, parce que j'imagine que dans le reste du monde, c'est différent selon notre culture. Mais est-ce que tu peux nous remettre un petit peu la relation de l'argent en perspective par rapport aux inégalités hommes-femmes? Oui, absolument. Donc, moi, j'ai un parcours académique, un scientifique à la base. Donc, avec voilà, la rigueur de l'analyse, de la recherche, des chiffres. J'ai aussi un fond très littéraire qui fait que j'écris, mais voilà, c'est vrai que j'ai les deux. Et c'est toujours important pour moi d'essayer d'amener de la connaissance. De pas juste, là, tu parlais de la manifestation, de pas juste dire, répéter les affirmations, ça va marcher. Moi, je n'y crois pas. Les affirmations, ça peut marcher, mais mon cerveau rationnel, il a besoin d'être nourri un minimum pour pouvoir pratiquer les affirmations. Et donc, juste avant de partager quelques chiffres, c'est aussi important peut-être de rappeler en introduction que ces chiffres, il faut qu'ils soient mis en lien avec le fait que parler d'argent quand on est une femme, c'est souvent mal perçu, encore plus que quand on est un homme. Parce qu'on a l'habitude d'avoir les images de référence, on va dire businessman homme. Après, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, Bernard Tapie, Xavier Niel, Tony Parker, qui est aussi un homme d'affaires avisé. Voilà, c'est très facile de citer des références masculines, mais quand il s'agit de citer des références féminines, ben, souvent on n'en a pas qui nous arrivent. Et parce que on va être plus facilement taxé de vénale, de profiteuse ou d'intéressée si on parle d'argent. Alors que l'argent, c'est un des premiers moteurs de l'émancipation dans l'époque dans laquelle on vit, dans le pays dans lequel on vit. L'indépendance financière, quand on est une femme, elle est fondamentale parce que on ne peut être libre que lorsqu'on ne dépend de personne pour payer ses factures et tout ce qu'on a à payer. Et on va le voir avec les chiffres. Parce que si divorce, si décès, si séparation, si ce genre d'accident de la vie, le prix que va payer la femme à tout ça, il est bien supérieur au prix que va payer l'homme. Donc, aucune femme ne devrait avoir honte, selon moi, de vouloir gagner de l'argent. Et aucune femme ne devrait s'excuser d'en gagner beaucoup si elle a cette chance d'en gagner beaucoup. On ne doit pas avoir honte de demander ce que l'on mérite. On ne doit pas s'excuser quand on parle de prix, de tarifs ou de ce qu'on gagne. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'anime, l'intention avec laquelle je vais partager tout ça. Parce qu'en termes de chiffres, eh bien, les inégalités hommes-femmes commencent dès le berceau et vont durer jusqu'au cercueil. C'est terrible de dire ça, mais les études, je ne vais pas vous sortir là tous les chiffres, ils sont dans le livre, mais il y en a vraiment beaucoup, mais il faut savoir que dès l'argent de poche, les petites filles ont moins d'argent de poche que les garçons. Ensuite, elles vont moins négocier leur premier salaire à l'arrivée sur le marché du travail. 48% des hommes négocient le montant du premier salaire contre 28% des femmes. Après, lorsqu'elles ont le salaire, il y a un écart entre 15 et 30% de salaire homme-femme. Ensuite, elles investissent moins que les hommes, 23% contre 37%. Si elles créent leur entreprise et qu'elles doivent lever des fonds, elles lèvent moins de fonds. 88% du montant total est levé par des hommes en 2024. 88% du montant total des fonds. Et puis, quand les femmes entreprennent, quasiment aucune ne vont aller demander un financement à la banque. Elles le font sur leurs fonds propres. Et elles investissent par ailleurs très peu, alors qu'on sait qu'une entreprise qui investit au démarrage
notamment dans de l'accompagnement, même si elle est toute seule à se lancer, elle a plus de chances de succès et de survie à 3 à 5 ans et pour le reste. Donc malgré tout ça, elles continuent de ne pas le faire. C'est culturel. Elles n'ont pas cette habitude-là. Et quelques chiffres historiques, c'est en 1965, en France, que les femmes sont autorisées à exercer une profession et à gérer leurs propres biens et à ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari, pour celles qui étaient mariées, bien évidemment. Avant 1967, elles ont carrément l'interdiction de se rendre physiquement à la Bourse de Paris. Elles n'entrent pas dans le bâtiment. C'est inouï. Et c'est qu'au cours des années 80 qu'elles peuvent emprunter une somme d'argent en leur nom propre. Donc historiquement, ça s'explique tout ça, on est d'accord. Mais néanmoins, même si ça s'explique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Julie, tu es en mute, mais est-ce que tu Pardon, peux ouais. un peu plus développer sur les causes justement de ces inégalités? Est-ce que, enfin, tu as un peu dit que c'était culturel. Est-ce qu'il y a et historique, est-ce qu'il y a d'autres raison de ces inégalités derrière? Je crois me souvenir, ça m'avait marqué à une de tes conférences où tu avais dit les filles partent plus tôt aussi du foyer que les garçons. Et donc ça aussi, ça creusait une certaine inégalité au départ. Et ça m'avait marqué parce que tu avais donné cet exemple-là et celui de l'héritage. Je ne sais pas, même si on passait devant un notaire, semblerait que les femmes héritent moins que les hommes. Donc, quelles sont finalement les causes de ces inégalités profondes? Alors, on parle de salaire, mais aussi finalement de perception. Parce que tu as dit, elles osent moins, elles n'osent pas autant que les hommes. On voit pour les startups, on voit nous, Julie et moi, pour Ujo, quand on a souhaité pitcher pour lever des fonds, bah, ça n'a pas du tout comment dire, matché, correspondu à nos valeurs et à ce qu'on souhaitait porter. Donc, on a vite fermé cette porte-là. Ben, les différences sont multifactorielles, mais c'est sûr qu'il y a des stéréotypes, et notamment pour les levées de fonds, hein, ça s'explique parce que ceux qui donnent l'argent sont majoritairement des hommes, et donc ceux qui pitchent vont être majoritairement des hommes aussi. Et donc, quand il y a deux nanas qui arrivent et qui demandent de l'argent, elles sont souvent méconsidérées. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a des stéréotypes qui sont appliqués. Et d'ailleurs, plus on monte dans des sommes d'argent ou dans des secteurs comme la technologie, la finance, le droit peut-être, plus l'écart se creuse. Mais en tous les cas, pour revenir aux raisons qui expliquent ces différences, comme je vous le disais, c'est multifacteur. Donc déjà, il y a l'aspect, comme je le disais, culturel et éducatif, parce que les femmes et les petites filles, puisque ça commence dès le jeune âge, sont moins éduquées à s'emparer des sujets d'argent. On veut bien leur montrer comment gérer l'argent pour faire les courses et acheter les yaourts, mais moins pour investir, préparer la retraite ou parler même d'héritage. Ça se transmet plutôt entre hommes. Et puis, comme je le disais en introduction, il y a les représentations sociales. Le milliardaire du film, c'est presque jamais une femme. Et même si c'était Liliane Bettencourt qui était la première milliardaire en France et aujourd'hui sa fille, c'est un épiphénomène. Et c'est son père, de toute façon, qui avait fait l'argent. Il se trouve qu'il n'y avait pas, elle n'avait pas de frère homme, et donc c'est elle qui a hérité, mais c'est un épiphénomène. Le businessman à succès, c'est rarement une femme. C'est un homme, hein, businessman. On ne dit pas businesswoman. On pourrait commencer à le dire, mais même au niveau de la sémantique, c'est un homme. Il y a aussi un aspect religieux et culturel. L'argent n'est pas perçu de la même façon selon les religions, selon les traditions. En France, on est majoritairement judéo-chrétien, mais chez les protestants, par exemple, l'argent est très bien vu. Et avoir beaucoup d'argent, c'est signe qu'on est en lien avec le Seigneur et qu'on fait plein de super choses pour recevoir l'argent.
Alors qu'au niveau judéo-chrétien, c'est pas ça du tout. Heureux les pauvres, ils auront la terre en partage. Donc, selon la religion, ça peut jouer. Selon la culture aussi et la politisation de la culture. C'est-à-dire que, par exemple, chez les communistes et à l'extrême gauche, ben, l'argent, c'est le mal. Hein, c'est les patrons qui ont l'argent et les patrons, ben, c'est des méchants. Je caricature, mais avoir beaucoup d'argent en famille communiste, c'est très rare. Alors que dans les partis plus libéraux et de droite, c'est plutôt ce qui est recherché. Donc ça joue aussi chez les paysans, dans la tradition paysanne, chez beaucoup, il y a beaucoup d'argent, mais il faut surtout pas le montrer. Et historiquement, c'est parce qu'il y avait la peur de se le faire voler, mais on ne parle pas d'argent, il faut pas le montrer, et beaucoup de paysans et d'agriculteurs ont de l'argent, mais ça ne se voit absolument pas si on va chez eux, parce que même certains ont énormément d'argent et vivent dans un état presque de précarité. Donc là aussi, tous ces facteurs-là vont influencer les inégalités. Et enfin, au niveau de la famille, qui est la première influence quand on est, eh bien, l'histoire familiale va influencer la perception que l'on a de l'argent et notre capacité à prendre des risques et à oser pour aller faire de l'argent. Donc, notre famille, l'influence familiale proche, mais aussi celle de la généalogie, des lignées. Et effectivement, les filles, les jeunes femmes sont encouragées plutôt à avoir de l'autonomie et donc vont quitter le foyer plus tôt que les garçons qui sont moins encouragés même au niveau des tâches du ménage et de l'autonomie. C'est pour ça qu'ils restent plus longtemps à la maison. Et donc pendant ce temps-là, ils ont le temps de thésauriser par rapport aux filles qui sont parties plus tôt. Donc, c'est important d'avoir tout ça en tête parce que tout ça explique et ce n'est pas de votre faute si vous n'avez pas su faire ou autre avec l'argent. Tout ça explique. Mais maintenant que vous allez avoir plein de clés, vous ne pourrez plus dire je ne sais pas quoi faire. Donc là, ça va être votre responsabilité, votre libre arbitre de vous emparer du sujet ou pas pour pouvoir le transcender. Bah écoute, Marjorie, c'est une transition parfaite que tu es en train de faire. Donc, quelle est en fait l'influence de tout ça, de tout ce que tu viens de nous expliquer, quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, ce qui est le cas de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui avec nous? Mais l'influence, elle est directe. Selon ce qu'on aura vu, entendu, vécu comme expérience, on va avoir des perceptions en lien avec l'argent qui vont influencer le quotidien de l'entrepreneur, c'est-à-dire être à l'aise pour parler d'argent et de tarifs avec des clients potentiels ou ne pas être à l'aise pour en parler. Être à l'aise pour recevoir l'argent, pour facturer. Il y a des personnes qui ont fait la prestation et qui ont de la peine à demander l'argent en retour, donc qui ne vont pas toujours facturer ou qui ne vont pas toujours relancer. L'influence aussi, elle peut avoir lieu par rapport aux investissements, qui sont un domaine clé. Aucune croissance d'entreprise ne peut se faire sans investir. Donc, je sais que pour vous, professionnels du bien-être, vous vous considérez avant tout comme thérapeute, comme coach, comme praticien, quelle que soit votre spécialité. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre cœur de métier, c'est super, c'est votre art, c'est ce qui donne sens à votre profession et à votre carrière. Mais il ne faut pas que vous considériez que c'est tout, parce que vous avez aussi une autre casquette qui est absolument importante en étant à votre compte, c'est la casquette d'entrepreneur. Et moi, je vous invite à l'accepter, à l'assumer et à l'intégrer parce que c'est cette casquette-là qui va vous permettre d'être rentable, puisque c'est la conséquence directe de votre relation à l'argent, être rentable ou pas avec votre activité. Et cette notion de rentabilité, c'est pas votre cœur de métier qui va vous l'apporter,
parce que vous êtes déjà compétent, vous avez déjà une expertise. Ce qui va vous permettre la rentabilité, c'est votre casquette d'entrepreneur. Et c'est cette casquette d'entrepreneur qui vous pousse à investir, qui vous pousse à tenir vos comptes, avoir un tableau de suivi de trésorerie, de savoir où vous en êtes, de pouvoir fixer des tarifs à leur juste valeur. Et c'est souvent cette casquette qui est un peu plus méconnue ou mal aimée pour beaucoup de professions du bien-être. Hein. J'ai l'habitude d'en accompagner beaucoup dans ma pratique. Je ne suis pas spécialisée sur les professions du bien-être, mais j'ai beaucoup de coachs et de thérapeutes qui viennent à mes formations ou à mes coachings. Et ce que j'ai remarqué, c'est que cette casquette entrepreneuriale, elle est plus difficile à assumer. Et pourtant, c'est ce qui va faire la différence et ce qui va vous permettre de gagner plus d'argent, de briser un plafond de verre et de pouvoir à la fois vous rémunérer, payer vos charges et continuer à investir dans le développement de votre activité en vous formant, par exemple, mais aussi en investissant dans des outils, dans d'autres formations plus back-office, mais qui vont concourir à développer votre activité. Parce que chaque personne a un rapport unique à l'argent. Et souvent, ce n'est pas l'argent qui est le problème. C'est la relation que vous entretenez avec l'argent qui va être un levier ou un frein à votre réussite. Parce que c'est cette relation qui va influencer tous les choix que vous allez faire. De relancer une facture qui n'est pas payée, d'investir, de mettre des tarifs à leur juste valeur. Et il y a une image qui est très parlante, parce que souvent, quand je demande aux personnes où est-ce qu'elles ont envie d'aller dans leur vie, quel est leur but, leur direction, ben, souvent les personnes vont me montrer c'est par là. Et quand je demande aux personnes, OK, et votre relation à l'argent, elle vous mène où? Ben, souvent, les personnes, elles me répondent par là. Et en fait, ça ne se rencontre pas. Vos buts, vos objectifs, c'est par là. Et votre relation à l'argent, elle vous amène de l'autre côté. Donc, il y a un problème. Et le problème, c'est que souvent, vous allez rogner sur vos envies, vos objectifs pour aller par là-bas, l'état actuel de votre relation à l'argent. Alors qu'en fait, le mouvement à faire, c'est le mouvement inverse. C'est de déconstruire, améliorer, muscler, prenez le verbe que vous voulez, votre relation à l'argent pour l'amener à l'endroit où elle va vous permettre de poursuivre vos buts et d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Parce que l'argent, il n'a pas été créé pour nous empêcher de nous réaliser et de nous déployer. Et là, je trouve que Marjorie, on rentre dans le dur. Donc, accrochez-vous, les amis. La question qui tue à 1 million d'euros, c'est est-ce qu'il y a des profils d'entrepreneurs ou des comportements d'entrepreneurs multimillionnaires et d'autres qui ne décolleraient pas pour qu'on sache tout de suite, en refermant ce webinaire, quel profil et quel comportement adapter pour justement faire arriver, inviter l'abondance dans nos profils professionnels et surtout dans nos carrières. Donc, est-ce qu'il y a un comportement spécifique, un profil particulier d'abondance? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde peut faire de l'argent. Là, il n'y a, pas, au niveau, je ne sais pas, profil de personnalité, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre pour faire de l'argent. Vous toutes là, si vous avez envie de gagner beaucoup d'argent avec votre activité, il n'y a rien intrinsèquement qui l'empêche. En revanche, il y a effectivement trois grands types de relations à l'argent plutôt que de profil de personnalité. Il y a trois grands types de relations à l'argent qui chacun ont des facultés ou moins de facultés pour faire de l'argent. Je vais vous les présenter très sommairement. Ils sont plus détaillés dans le livre ou dans les formations. Mais le premier profil, c'est l'écureuil. Alors là, tout le monde voit de quoi il s'agit. Hein. L'écureuil, il fait ses réserves de noisettes pour passer l'hiver. Avec l'argent, c'est pareil. Le profil écureuil, lui, il sait quand même faire avec l'argent parce qu'il a tellement pas envie d'en manquer que souvent il sait faire, il sait très bien gérer l'argent, l'écureuil.
il sait aller faire ce qu'il faut pour gagner de l'argent. En revanche, aucun des trois profils que je vais vous citer n'est parfait. Ce n'est pas ce qu'il faut viser à atteindre de devenir un écureuil. Je vous dirai pourquoi après. Mais simplement, l'écureuil, OK, il sait faire de l'argent, il sait le gérer, mais il n'est pas tranquille parce que dès que de l'argent part, il a mal au ventre, il a des sueurs froides et il a du mal à investir ou tout simplement à se faire plaisir. Donc ça, c'est problématique. Une relation à l'argent qui est équilibrée, c'est une relation où on sait se faire plaisir, on sait faire circuler l'argent, on sait investir quand il le faut. L'autre profil, donc on va dire l'opposé de l'écureuil, c'est le repousseur, la repousseuse. Alors lui, il fait un excellent travail, mais il ne facture pas ou il oublie de facturer. Il ne relance pas les impayés. De toute façon, il a mis des tarifs trop bas par rapport à ce qu'il devrait mettre pour être rentable. Et c'est comme si consciemment ou inconsciemment, il se débrouillait pour repousser l'argent. Ça peut même être dans les cas extrêmes, refuser une succession, laisser tout à l'autre en cas de divorce ou de séparation. Ça peut aller très, très loin. Donc ça, c'est le repousseur. Et là, souvent, il y a une relation à l'argent très problématique au quotidien parce que les comptes vont être dans le rouge. On n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Et là, c'est très, très difficile financièrement. Et puis, le troisième type, ben, c'est un mix des deux. On l'appelle d'ailleurs le montagne russe. Donc, il y a un peu d'écureuil, un peu de repousseur. C'est-à-dire qu'il y a des phases de haut et de bas. À des moments, il y a de l'argent. On sait faire ce qu'il faut, on facture, on est visible, on fait de la prospection, peu importe, l'argent rentre. Et puis, à un moment, l'argent part. Mais pas de façon réfléchie, hein. Pas comme si on fait un investissement voulu et constructif. Non, 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 l'argent part à notre insu. Ça peut être euh, l'inondation dans le cabinet et on n'était pas ou mal assuré et on doit tout sortir de notre poche. La voiture qui pète au mauvais moment. C'est-à-dire que chaque fois qu'on arrive à un certain niveau, boum, quelque chose se passe et l'argent repart. Donc, c'est ce mouvement. Pour certaines personnes, c'est constant. Pour d'autres personnes, ça va arriver qu'une ou deux fois dans la vie, mais la grosse tuile. La faillite, le redressement fiscal, le partenaire qui est parti avec tout l'argent. Voilà, un truc comme ça. Ça va arriver qu'une ou deux fois, mais c'est spectaculaire. Et pour d'autres, c'est un peu tout le temps. Comme je vous le disais, aucun de ces trois profils n'est à atteindre. Le but, quand on travaille sa relation à l'argent, c'est de sortir de ces profils, d'être ni écureuil, ni repousseur, ni montagne russe, et simplement avoir une relation où on se sort de toutes les croyances ou de toutes les projections. Ben ouais, justement, Marjorie, c'est la question que j'allais te poser, parce que là, tu nous as dressé le portrait robot des trois profils, écureuil, repousseur, repousseuse et montagne russe. Et est-ce que tous ces comportements-là, ils sont en lien avec les croyances de chacun? C'est ça, exactement ça. En fait, notre construction de l'argent, notre perception de l'argent se construit dès l'enfance en lien avec des croyances. C'est-à-dire que selon ce qu'on aura entendu, vu ou expérimenté dans l'enfance, on va avoir comme des filtres, hein, des croyances qui vont se mettre sur l'argent. Et pour illustrer ça, vous pouvez tous savoir quel est le type de croyance que vous entretenez avec l'argent. Si je vous dis, vous pourrez répondre dans le chat, si je vous dis quel est le mot qui vous vient, si je vous dis le mot argent, ou si je vous montrais un billet de 500 euros là, quel serait le mot tout de suite? Essayez pas de réfléchir, le mot il est déjà venu. Donc dans le chat, vous mettez ce qui est déjà venu, hein. Essayez pas de faire une phrase
originale ou intelligente. Non, non, non. Parce que quand vous étiez enfant, il n'y avait pas ces filtres. Et donc, merci Sophie qui dit récompense. Oui, chacune. Ghislain qui dit riche, merci. Émilie, manipulation. Attrait et danger. Voilà. Chacune et chacun d'entre vous, il y a un mot, ou plusieurs même, qui est associé avec l'argent. Et ce mot ou ces mots vont, via les croyances, déterminer quel est votre profil de relation à l'argent. C'est-à-dire que si pour vous, l'argent, il est uniquement perçu comme positif, comme une récompense, comme un attrait, comme la liberté, comme le plaisir, si ce sont des mots uniquement à connotation positive, vous allez entretenir des croyances et des projections positives qui vont vous amener vers le profil de l'écureuil. Si à l'inverse, vous entretenez des perceptions uniquement négatives avec l'argent, et c'est votre cas si vous avez répondu danger, manipulation, des mots négatifs, là, vous êtes dans le profil repousseur. Et c'est logique. Comment on pourrait amener à nous quelque chose qu'on considère comme très négatif? Et si vous entretenez à la fois des perceptions et positives et négatives sur l'argent, eh bien, ça vous amène à une relation de montagne russe. Donc ça, c'est très primaire. Et ensuite, ces perceptions, on peut les décliner en autant de croyances que possible. Par exemple, si on pense qu'il faut travailler très dur pour gagner de l'argent, eh ben, on est dans le profil travaillomane avec risque d'épuisement au travail et de n'être jamais satisfait de ce qu'on fait. Si au contraire, on pense que l'argent, c'est la manipulation, c'est le mal et que les riches sont malhonnêtes, eh ben, c'est tout à fait logique de s'arranger, inconsciemment ou pas, pour ne pas avoir d'argent, parce qu'on ne veut surtout pas appartenir à cette catégorie de personnes malhonnêtes ou qui font du mal. Donc voilà comment les croyances peuvent s'insérer dans tout ça. C'est très intéressant d'entendre et de lire. Merci aussi d'utiliser le chat pour partager aussi vos sentiments, votre sensation par rapport à l'argent et pour aussi continuer à aller dans le vif du sujet qui est en tant qu'entrepreneur de se faire payer à sa juste valeur. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs se faire payer à sa juste valeur, c'est un bon terme parce que beaucoup de professionnels ne se sentent pas légitimes à gagner beaucoup d'argent dans leur profession, et notamment quand ce sont des professions de l'accompagnement et du bien-être. Donc, quelles seraient pour toi, en tant qu'experte dans la relation à l'argent, les solutions concrètes pour des entrepreneurs comme nous sommes tous pour se faire payer, tout simplement pour quelque part aussi vivre de notre activité à la hauteur des ambitions ou comme tu disais, du chemin que nous avons déterminé de notre voie, comment on fait finalement concrètement pour rallier une belle et agréable et saine relation à l'argent à nos objectifs professionnels. Hmm. Mais oui, parce que les solutions pour changer ça, c'est déjà d'avoir une conversation franche avec soi-même et de se poser la question, est-ce que j'ai envie réellement de changer ma situation financière? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se complaire dans la plainte de ça va pas avec l'argent. Donc, si c'est ce cas-là, parfait, mais il faut être honnête avec soi-même. Ça, c'est le prérequis. Ensuite, pour les personnes qui vont répondre oui, je veux vraiment changer ça, OK. Première étape, c'est de comprendre comment l'argent fonctionne et de comprendre que l'argent, c'est différent de la relation à l'argent. Parce qu'il faut se rappeler que l'argent, ça a été une invention, un outil qui est neutre. C'est un outil de mesure de valeur et un outil d'échanges commerciaux, pour faciliter les échanges commerciaux.
Donc, l'argent, ça n'est que ça. Et l'argent n'a pas le pouvoir qu'on lui accorde. Parce que le pouvoir qu'on lui accorde de faire le mal, de manipuler, d'être la source des injustices ou autres connotations négatives qu'on veut lui mettre dessus, ça vient de nous, êtres humains. L'argent, il est neutre, il est inerte, il n'a pas ce pouvoir. C'est pour ça que moi, je parle toujours de relation à l'argent. Et c'est changer sa relation, la façon dont on voit l'argent, dont on le perçoit et dont on se comporte avec lui, qui est importante. Et vous pourrez pas, il ne faut pas confondre non plus l'argent et le système financier. Ça n'est pas la même chose. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, ce que vous pouvez changer, c'est votre relation à l'argent. Et on vit dans un pays et à une époque où l'argent fait partie du système. Donc, si vous ne le voulez pas, ben, créez un autre système ou allez dans un autre environnement où vous allez pouvoir évoluer sans argent. Mais tant que vous restez dans le système, vous allez vous épuiser à vouloir le changer. Mais vous pouvez changer votre perception, votre relation à l'argent. Et ça, c'est la première étape pour changer. Comprendre comment l'argent fonctionne. À nouveau, on a peu de temps aujourd'hui, donc je ne peux pas aller dans tous les détails, mais ça, c'est vraiment la première étape. Distinguer l'argent de votre relation à l'argent pour que dans une deuxième étape, vous puissiez agir sur votre relation à l'argent et comprendre que avoir une meilleure relation à l'argent, comme tu disais, Oriane, ça consiste aussi par apprendre à vous valoriser, à être pleinement consciente de votre expertise, de vos talents et arrêter de vous brader. Et ça n'est pas mal de juste reconnaître que vous êtes une excellente praticienne, qui fait un bon travail, vous avez des clients satisfaits, vous ne pouvez pas vous brader, c'est-à-dire garder des tarifs en deçà de votre valeur ou ne pas oser facturer ou ne pas oser relancer, parce que quand vous faites ça, vous êtes injuste envers vous-même. Et c'est presque comme si vous vous volez vous-même à force d'être prise dans ces perceptions, vous oubliez que c'est à vous que vous êtes en train de retirer de l'abondance. Et on voit aussi des modèles où, à force d'avoir des tarifs trop bas, quand on a la chance d'avoir une visibilité et des clients, ben, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, et on sait que les thérapeutes, professions du bien-être, coachs et toute cette famille de métiers de l'accompagnement, on ne peut pas enchaîner des séances à longueur de journée tous les jours dans la semaine, parce que ça finit par des épuisements, et on finit par détester notre travail alors qu'il est magnifique. Donc ça, c'est pas possible, ces systèmes qui ne sont pas rentables et qui sont épuisants. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience à avoir et de vous faire accompagner si jamais vous n'y arrivez pas seul pour déconstruire les perceptions. Parce que souvent, on me dit, oui, mais c'est pas juste. C'est pas juste si moi je gagne de l'argent avec la souffrance des autres. Moi, j'accompagne des personnes qui sont malades ou qui sont en souffrance. C'est une façon très biaisée et teintée de plein de croyances envers l'argent que de penser de cette façon-là. Parce que c'est comme dans l'avion, hein, le masque à oxygène, c'est sur vous en premier, après sur les enfants et sur les autres. Et bien là, c'est pareil. Si vous voulez être un bon accompagnement, une bonne accompagnante, vous avez besoin d'avoir du temps pour vous ressourcer, pour ne pas enchaîner les journées, pour être à chaque fois hyper contente quand vous accueillez un nouveau patient ou un nouveau client. Et si vous n'êtes pas dans cet état, c'est là où, en termes d'expertise et de posture, il y a des points de vigilance. Et en plus, le meilleur travail que vous ferez, c'est en vous montrant au monde rayonnante, en pleine vitalité, parce que vous gagnez suffisamment d'argent pour ne pas vous inquiéter du lendemain, parce que vous gagnez suffisamment d'argent pour pouvoir prendre des vacances, pour pouvoir vous former, continuer à vous former,
et tout simplement en montrant un modèle positif de réussite, en faisant un métier qu'on aime. Et l'argent, il n'a pas le pouvoir de vous corrompre, de manipuler ou que sais-je, hein. Vraiment, il n'a pas ce pouvoir-là. À partir de maintenant, vous devez vous dire, je mérite de l'argent, je veux de l'argent et j'aime l'argent. Et C'est, oui, c'est- et oui. Mais encore que la phrase je mérite, je suis d'accord avec toi, Oriane, mais dans certains cas, elle a besoin d'être accompagnée pour arriver à la prononcer. Parce que si dans votre famille, on vous a dit que vous ne méritiez pas quand vous étiez enfant, on ne peut pas dire cette phrase qui nous paraît si simple à nous aujourd'hui, mais en fonction de ce que les parents nous ont dit ou nous ont fait croire, il y a besoin de changer le disque, mettre à jour le logiciel du système. Et Marjorie, j'ai une question Oui, qui me vient et je pense qu'on va inviter les participants à utiliser le chat ou Julie, tu nous dis ce que tu oui, préfères si ils souhaitent aussi juste s'exprimer sur leur relation. Moi, j'ai une question, c'est peut-être la dernière que je poserai pour cette interview on a co-menée à trois. On a parlé de notre relation à l'argent en tant que professionnel entrepreneur ou juste en tant qu'homme et femme. Qu'en est-il, par exemple, quand tu as en face de toi un client qui te dit non, ton accompagnement, ce que tu proposes est trop cher. J'ai fait mes recherches. Il y a des coachs beaucoup moins chers que toi et je n'ai pas cet argent à mettre dans cette séance de thérapie ou de coaching. Comment tu gères la relation finalement de et oui. l'autre à son argent? Alors, ça ne m'arrive quasiment plus parce que déjà, moi, j'ai toujours affiché mes tarifs. Donc, si on vient solliciter un rendez-vous, dans la plupart des cas, on a lu le montant et on s'attend à quoi s'attendre. Donc ça m'arrive très peu, mais ça peut m'arriver que la personne me dise que là, elle est un peu trop juste en ce moment ou qu'elle n'a pas l'argent. Mais néanmoins, euh, si on me disait que j'étais trop chère, et ça m'est pas arrivé dernièrement, mais ça pourrait m'arriver parce que c'est vrai que j'ai des tarifs qui sont plutôt élevés. C'est ce qui me permet d'être rentable et de vivre le style de vie que j'ai envie de vivre aussi. Mais si on me le disait, je, comme j'ai travaillé sur le sujet de l'argent, et c'est ce que je vais vous inviter à faire, c'est de ne pas confondre. Je ne suis pas mes tarifs. Mes tarifs peuvent être élevés, mais ça ne veut pas forcément dire que je fais le raccourci, hein, mais que je ne sais pas, je suis supérieure, je me prends pour je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de confusion. Mes tarifs reflètent le modèle économique que j'ai choisi de mener pour développer mon entreprise. Le modèle économique, c'est le moyen par lequel on fait de l'argent quand on est une entreprise. Moi, j'ai choisi un modèle économique qu'on appelle premium, c'est-à-dire que j'ai des tarifs élevés pour la plupart de mes prestations, pas toutes, parce que le livre, 8,90 € est trouvable en médiathèque et en bibliothèque. Donc là, on peut même l'emprunter gratuitement. Et sinon, j'ai aussi des ateliers plus abordables. Mais néanmoins, la majorité de mon modèle économique, je l'ai choisi, c'est du premium. Donc, des tarifs plutôt élevés qui me permettent de ne pas faire de volume. Mais il y a d'autres modèles économiques. On peut choisir un autre modèle économique si on est plus à l'aise avec des tarifs plus bas. La contrepartie, c'est qu'il faut faire du volume. Quand on est tout seul, là, je parle du modèle de solo-entreprise. Mais donc voilà, si on vous dit que vos tarifs sont trop chers, ne cédez pas à la panique. Vous n'êtes pas vos tarifs. D'ailleurs, Et je crois qu'il y a Annie qui dit moi, je répondrais d'aller voir ces professionnels moins chers alors. Voilà. Donc, si on lui dit il y en a ailleurs qui sont moins chers, bah, Annie, elle a une position voilà, alignée avec ses croyances, je pense, et sûre de son expertise en disant bah, dont acte, allez voir, si vous voulez du moins cher, allez voir ailleurs. alors, moi, c'est pas une réponse que je choisirais parce que si la personne est venue jusqu'à moi, c'est qu'il y a quelque chose dans ce que je propose qui l'attire et dont elle a besoin. Donc moi, j'irais plutôt chercher sur qu'est-ce qui l'empêche d'eux. Parce que parfois, c'est juste une croyance. En fait, on n'a pas compris la valeur.
Et en tant qu'entrepreneur, notre job, c'est dans notre message, dans notre offre, dans notre discours commercial, de faire de la pédagogie pour que le client potentiel comprenne tout de suite la valeur de ce qu'on peut apporter. Et le tarif qui est en face de cette valeur, il doit être évident. Donc, si une personne nous répond ça, c'est qu'elle n'a pas compris et que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a mal dit quelque chose, mal fait quelque chose, et au contraire, il faudrait remercier la personne parce qu'en la faisant parler sur qu'est-ce qu'elle trouve trop cher ou je ne sais pas quoi, ça va nous donner des informations pour améliorer notre argumentation. Donc au final, elle sera libre d'aller ailleurs, mais si elle est là en face de nous en train de prendre du temps pour nous parler, c'est que quelque part, il y a quelque chose qu'on amène qui peut l'aider. Donc, voilà, ce ne serait pas forcément le type de réponse que moi je ferais en tous les cas, mais plutôt explorer et aussi ne jamais prendre pour argent comptant, sans mauvais jeu de mots. Quelqu'un qui vous dit c'est trop cher ou j'ai pas l'argent, dans 80% des cas, c'est pas vrai. Parce que si la télé elle pète, si le téléphone il pète, l'argent il est trouvé pour aller le remplacer. Après, je précise que Annie disait ça sur le ton de l'humour, hein. Elle l'a précisé dans le chat. Alors oui, et c'était pas forcément pour Annie, mais j'en profitais pour répondre de manière générique parce que c'est quelque chose qui est souvent entendu. Et, euh, et ce type d'humour, parfois, nous prive d'aller chercher quelque chose de super intéressant qui va être bénéfique. Et aussi un point que je ne vais pas développer, mais qui est important pour moi de vous partager, c'est que pour moi, le travail sur la relation à l'argent, avoir une meilleure relation à l'argent, c'est développer l'amour de soi. Donc tout ce que je vais proposer dans le livre, dans les ateliers, les formations ou les coachings individuels, va consister in fine à apprendre à se valoriser soi-même, hein, à vraiment développer de soi à soi la valeur que l'on s'accorde, l'amour que l'on s'accorde, parce que quand ça augmente, vous ne pouvez plus vous voler vous-même en bradant vos tarifs. C'est plus possible. C'est intéressant la manière dont, par exemple, si un client, parce que enfin, moi en tant que coach, je l'entends tous les jours, c'est trop cher et j'ai pas l'argent. euh, Parce que les personnes ne sont pas encore considérées comme une priorité ou, comme tu le dis très justement, parce que dans l'approche, il y a peut-être un point qu'en tant que nous, coach ou thérapeute, on n'a pas insisté sur bah, le retour sur investissement. Qu'est-ce qui, derrière ce montant, finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ce montant-là? Et donc, quand on a saisi cette émotion derrière, enfin, le changement vraiment qui va être opéré grâce à l'accompagnement, et bien finalement, le prix paraît assez dérisoire, même si on est premium. Il y a Christelle qui te demandait comment justifies-tu une tarification premium? Donc, tu as donné quelques éléments, hein, comme par exemple, c'est mon modèle économique, je ne me brade pas. J'imagine aussi c'est ton expertise, tes compétences. Il y a peut-être aussi ce que la personne va gagner derrière ou va explorer comment elle va s'épanouir derrière. Mais comment tu justifies, toi, ta tarification Alors, premium? je le justifie de moi à vous, là, parce qu'on parle de business et d'entrepreneur. Ce que je veux dire, c'est que je ne justifie jamais mes tarifs. Ils sont tels quels. Vous prenez pas. Je ne suis pas du tout dans le contrage d'objection si j'ai un prospect en face de moi. Enfin, c'est pas du tout moi mon style. Donc, je serai jamais dans la justification ou essayer de convaincre l'autre. En revanche, si je comprends la question, c'est comment, si je veux moi aussi avoir un modèle premium, est-ce que je fais en termes de pédagogie, en termes de communication pour que mon offre premium soit plus facilement acceptée. Donc là, on est dans des enjeux stratégiques que je développe plus dans la partie business coaching. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, aller vers un positionnement premium, ça suppose que nous, en tant que personnes à l'intérieur, notre conscience de notre valeur, elle est suffisamment élevée. Sinon, ça va venir faire barrage. Il faut vraiment qu'on soit convaincu que l'expertise que l'on a, la formation que l'on a, le travail que l'on fait envers nos clients
a une réelle valeur et il faut qu'on en soit convaincu. Ça, c'est le prérequis pour aller vers du premium. Quand ça s'est intégré, ensuite, c'est une question de discours commercial et d'argumentation dans le fait de pouvoir faire comprendre aux clients potentiels que, comme tu disais, Oriane, cet investissement qu'il va faire avec nous, il va le rentabiliser. Donc là, après, ça va dépendre des secteurs d'activité, de la personne, de tout ce qu'elle fait. Mais il y a vraiment un travail de réflexion pour arriver à expliciter l'invisible, comme j'aime le dire. C'est-à-dire que nous, quand on est coach, thérapeute ou autre, on fait des tas de choses que l'on ne voit pas que l'on fait tellement c'est inconscient. Et le travail de valeur autour du premium, il passe par l'explicitation, notamment en termes de mode opératoire, de plein de choses dont on n'a pas conscience et qu'il y a besoin de faire émerger pour après pouvoir en parler dans le discours commercial, que ce soit sur un site internet ou en face à face. Donc ça, c'est un deuxième ingrédient. Le premier, c'est d'en être convaincu nous-mêmes, l'explicitation de l'invisible et du mode opératoire. Et ensuite, il va y avoir tout l'aspect branding, image de marque, qui est essentiel quand on veut aller sur du premium. Euh, et voilà, c'est un peu les trois, si je devais résumer, les trois points à regarder pour pouvoir aller vers un positionnement premium. Merci beaucoup, Marjorie. Il est 14 heures pile. Nous avons tenu nos délais. Ton intervention a été précieuse puisque elle a amené notamment une expertise de fond scientifique et en même temps stratégique pour aider nos clients Ujo et nos participants à ce webinaire à mieux appréhender son écosystème et sa relation à l'argent par rapport à nos prestations. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Je pense que je peux arrêter l'enregistrement à partir de maintenant et remercier non seulement les participants présents, mais ceux qui nous écouteront en replay. J'ai mis dans le chat le contact pour directement discuter, dialoguer avec Marjorie. Un peu plus haut dans le chat, vous avez le lien vers ses ouvrages. Le cahier Moni que nous avons avec beaucoup d'attention, Julie et moi, rempli, puisque c'est pas seulement un livre, hein, c'est un petit notebook où vous allez pouvoir faire des exercices concrets sur votre relation à l'argent et savoir si vous êtes justement l'écureuil ou un autre, ou si vous masterisez la relation à l'argent et vous avez dépassé ces trois concepts. Et puis, vous avez aussi son lien vers sa newsletter où elle partage aussi son actu, ses conférences. Elle partage également des réflexions sur sa relation à l'argent. Donc, très précieux dans votre quotidien. N'hésitez pas à vous abonner. Et je coupe l'enregistrement. Et voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents. J'espère que cette conférence vous a aidé, ce webinaire.